Bonjour, bienvenue dans l'émission de décryptage baptisée Éclairage, que j'ai le plaisir de vous présenter avec Alain Juillet, président d'honneur du Club des directeurs de sécurité des entreprises et ancien haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Sont avec nous aujourd'hui Frédéric Pierucci, ancien président de la filière chaudière d'Alstom et de la zone Asie, qui a passé 24 mois dans les prisons américaines suite à une accusation de corruption qui fut à la base de ce que l'on a appelé l'affaire Alstom et qui en a tiré un livre intitulé « Le piège américain ». À ses côtés, Ali Laïdi, journaliste, chroniqueur, professeur et écrivain spécialiste de l'intelligence économique qui vient également de publier un livre sur les lois extraterritoriales américaines. Bienvenue à vous deux, nous serons heureux d'avoir vos avis et vos éclairages aujourd'hui, histoire d'y voir plus clair. Rappelons donc que les faits qui sont à l'origine de ce que tout un chacun a baptisé l'affaire Carlos Ghosn. Le 19 novembre 2019, Carlos Ghosn, président du groupe Alliance, leader mondial de l'automobile qui regroupe Renault, Nissan et Mitsubishi, arrivant de Beyrouth, où il a passé le week-end en famille dans sa belle villa achetée par Nissan, est arrêté à l'atterrissage de son avion à Tokyo. Il est incarcéré dans la sinistre prison de Kosuje à la demande du procureur japonais pour avoir omis de déclarer la plus grande partie de ses revenus chez Nissan entre 2010 et 2015. Bienvenue dans Éclairage, histoire d'y voir plus clair sur l'affaire Carlos Ghosn. Et on attaque donc avec une première question. Est-ce que c'est une surprise ou la suite d'un long conflit, d'une longue histoire ? Alors, je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est le résultat, effectivement, de toute une suite d'événements qu'on n'avait pas remarqués les uns et les autres, mais qui se sont accumulés. Au moment où ça s'est passé, Ghosn était détesté par tout le monde. Mais ça, personne ne l'avait véritablement compris. On dit quand même qu'au Japon, c'était un véritable dieu vivant. Ah oui, parce que quand il a été envoyé en mars 1999 au Japon pour redresser Nissan, Nissan était en perdition. Parce que maintenant, on parle de Nissan, sa position très importante, mais Nissan était en perdition. Il a été envoyé là-bas. Et à la surprise générale des Japonais, qui ne pensaient pas qu'un étranger était capable, un gaji, comme ils disent, était capable de redresser une boîte japonaise, en 3 ans, il a redressé la société. Donc ça a été un triomphe. Du coup, c'est devenu un héros de manga, comme on dit là-bas. C'était le père spirituel. Ils ont même dit qu'il devait être ministre de l'Industrie. Enfin, on était dans le fantasme. Donc il était devenu un personnage étonnant et ça marchait très bien. Et puis, les choses se sont gâtées assez vite. Parce que d'abord, il a commencé à voyager par son métier, puisqu'il fallait qu'il tourne dans le monde entier. Mais il tournait vraiment beaucoup, puisqu'à la fin, il était en dehors du Japon à peu près 280 jours. Et on dit qu'il passait 240 nuits dans les avions. Donc ça, à peu près, ça montre qu'il se déplaçait beaucoup. D'un autre côté, il a aussi commencé à avoir un caractère de plus en plus difficile. Enfin, il a eu progressivement un caractère de plus en plus difficile, de plus en plus dictatorial. Et même au Japon, il trouvait qu'il était abusif. C'est pas peu dire. Et enfin, il a commencé à vivre en menant un train de vie démentiel, parce qu'on s'est aperçu qu'il avait un amour de l'argent immodéré, qui faisait qu'il avait des dépenses dans le cadre de la société qui dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors tout ça, ça a effectivement exaspéré les Japonais. Et il y a eu un dernier point, il ne faut pas oublier, parce que c'est la clé de la première partie de cette affaire, c'est que l'année dernière, Nissan n'a pas eu de bons résultats et il a laissé son directeur général, Hiroto Saikawa, qu'on va retrouver après, tout seul face à la presse et à tout le monde pour justifier les mauvais résultats, et son directeur général a jugé que son patron l'avait abandonné en race campagne, et pour lui, japonais, c'était une humiliation absolue. Il lui avait fait perdre la face, ce qui explique beaucoup de choses sur ce qui s'est passé cette année. Alors, en France, tout le monde se rappelle qu'il y avait déjà eu un combat contre un certain ministre de l'économie et des finances qui s'appelle Emmanuel Macron, si je ne m'abuse, enfin qui à l'époque était ministre et qui n'acceptait pas sa volonté d'augmenter son salaire déjà énorme. Oui, il faut se souvenir à l'époque que Carlos Ghosn, si on cumule son salaire français et son salaire japonais, était de très loin l'homme le plus payé de tout le CAC 40 français. Et même déjà avec simplement sa rémunération française, il était déjà numéro 2.
Donc ça a exaspéré l'État au moment où l'État avait justement décidé de limiter à 450 000 € les salaires des présidents de sociétés étatiques, ou du moins dans lesquelles l'État avait un intérêt. Donc de ce côté-là, le gouvernement était furieux quand il a demandé une augmentation, et le gouvernement a, pour arriver à le coincer, parce que le problème c'est que l'État français n'avait que 15% des droits de vote, puisqu'il était actionnaire à 15% de Renault, l'État français a doublé ses droits de vote, parce qu'il avait le droit de le faire dans le cadre des statuts, ce qui a mis, bien sûr, les Japonais en furie, parce que les Japonais ont dit « mais c'est de l'abus de pouvoir des Français par rapport à nous », et du coup, les Japonais ont négocié, et ça on ne l'a appris que récemment. Les Japonais ont dit « bon, on veut bien admettre que pour bloquer Ghosn, vous doubliez vos droits de vote, mais la contrepartie, c'est que vous allez nous redonner le pouvoir chez Nissan. Nissan redevient autonome au niveau du management. » Et là, on a, avec cet aspect-là, et l'humiliation du directeur général de Nissan avant, on a les clés du démarrage de l'affaire telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord. En fait, on s'aperçoit que Carlos Ghosn s'opposait à tout le monde. Oui, alors absolument, parce que si on prend les Français, il voulait, en dehors de son salaire, il voulait avoir les mains libres. Alors il avait cherché à se faire une alliance avec les Américains pour fusionner les sociétés et à ce moment-là dire aux Français, vous ne représentez pas grand-chose. Avec Nissan, il a essayé de faire la même chose quand il a repris Mitsubishi. Il a repris Mitsubishi et il a dit aux Français et aux Japonais, eh bien on va faire une grande société où il y aura fusionné Nissan, Mitsubishi et Renault. Nissan était le grand perdant de l'affaire, parce que si on fusionnait les trois, eux n'étaient pratiquement plus rien. Les Français, curieusement, parce qu'ils n'étaient pas gagnants, n'ont rien dit. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand même, pour les Japonais, comme c'était inacceptable de voir Nissan être dilué dans une affaire comme ça, dans un rapprochement comme ça, ils ont cherché par tous les moyens à faire tomber Ghosn. Donc il y avait l'État japonais qui voulait le faire tomber à cause du rapprochement, l'État français qui ne lui pardonnait pas son salaire, et les gens de Nissan qui disaient « il est insupportable, il faut qu'on s'en débarrasse ». Donc tout était mis en place pour ce qui est arrivé. Merci Alain pour ce premier éclairage. Et on va donc pouvoir rentrer dans le vif du débat avec la seconde partie d'éclairage et nos deux invités. « 21 jours après son arrestation, Carlos Ghosn est inculpé pour dissimulation de revenus par le procureur et sa garde à vue est donc prolongée. » Alors là, à l'évidence, le motif d'arrestation est très discutable. Et c'est là où on commence à rentrer dans la partie, je dirais, complexe de l'affaire. C'est discutable parce que l'accusation repose sur un fait, celui de la retraite. À savoir le procureur lui dit « Monsieur, vous n'avez pas déclaré la retraite qu'on constituait pour vous chez Nissan et que vous alliez toucher à votre départ de Nissan. » Pour que chacun comprenne bien, donc ça veut dire, vous touchez, certes, on vous met de l'argent sur votre compte aujourd'hui, mais vous ne touchez pas, on vous le donnera à votre départ. Et le procureur dit, mais vous auriez dû le déclarer et payer des impôts là-dessus. Donc évidemment, on voit que c'est quand même très spécieux. Et de ce fait, bien sûr, Carlos Ghosn, lui et tout le monde dit, mais c'est pas sérieux. Et alors donc, le procureur va chercher d'autres fautes. Parce qu'on découvre alors que le procureur il a eu l'information par un lanceur d'alerte, qui est un cadre supérieur de Nissan, donc ça a été piloté par Nissan, c'est très clair, mais ça ne suffit pas. Il faut trouver d'autres preuves, et ils vont donc regarder un peu de tous les côtés. Et alors, à côté de l'enquête qu'ils vont faire sur toutes les sociétés du groupe Nissan, et en particulier, on y reviendra sur les sociétés néerlandaises et libanaises, parce que visiblement, là, il semblait bien qu'il y avait quelque chose. Au-delà de l'enquête sur les frais du dirigeant, parce que, comme je le disais, il menait grand train, ils vont aussi le mettre dans des conditions extrêmement dures à la prison de Kosuge. Ils vont le mettre dans des conditions très très dures, avec un objectif qui est très clair, le faire craquer, en partant du principe que ce grand patron qui descend de son avion, de son jet privé, et qui se retrouve en prison dans des conditions pareilles, il ne va pas tenir longtemps, et ils vont le faire avouer. Alors là, justement...
évidemment. Je me retourne vers vous, Frédéric Pierucci. Vous avez été arrêté par la justice américaine à votre descente d'avion et mis en prison pour des pratiques de corruption du groupe Alstom en Indonésie. Vous avez été abandonné par celui-ci pendant qu'il négociait la cession de ses turbines à General Electric. Et vous venez de publier un livre qui raconte votre aventure, que vous décrivez comme un piège américain. Alors, que pensez-vous des méthodes employées par les Japonais ? Alors, on trouve certaines similitudes, effectivement, entre les méthodes japonaises et les méthodes américaines. La première similitude, c'est que M. Ghosn a été aussi arrêté alors son mandat d'arrêt était gardé sous scellé, comme le mien. Donc, il ne savait pas qu'il était mis en examen. La deuxième similitude, c'est que le système japonais a été calqué sur le système américain à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on retrouve à peu près les mêmes procédés, c'est-à-dire une incarcération rapide, dans des conditions très difficiles. Donc, sans faire de parallèle, mais bon, moi, j'étais mis dans une prison de très haute sécurité dès mon arrestation. Lui est mis dans des conditions aussi extrêmes dès le début, avec pour but de vous faire craquer le plus rapidement possible. Ils ont à peu près les mêmes statistiques au Japon qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes mis en examen, vous avez 99 chances à la fin d'être soit déclaré coupable, soit de plaider coupable. Donc aux États-Unis, sur 100 personnes mises en examen, vous en avez 90 qui plaident coupables, parce que les peines de prison, si vous décidez d'aller au procès, sont démultipliées par rapport aux peines de prison si vous plaidez coupable. Il y a un discount de données au fait de plaider coupable. Et on retrouve exactement la même chose au Japon. Et donc, forcément, il y a des similitudes extrêmement claires entre les deux affaires. La grosse différence, c'était que lui était le patron et que moi, j'étais quand même à un niveau beaucoup moindre dans l'entreprise et que mon affaire n'a pas été médiatisée comme elle a été son affaire. Elle a été médiatisée beaucoup plus tard. Mais pendant mes premiers 14 mois de prison de haute sécurité, je pense qu'en France, il n'y a eu pratiquement aucun article sur le sujet. D'accord. Et juste vous, à travers ce silence médiatique, est-ce que vous aviez conscience du silence médiatique qui accompagnait votre détention, et donc que vous étiez vraiment livré à vous-même et tout seul, ou vous ne le saviez même pas ? Non, je le savais parce que j'avais ma famille qui me tenait au courant. Ma famille est quand même allée voir le Quai d'Orsay très rapidement. On lui a dit, on a dit à ma famille, écoutez, il y a 2000 Français en prison dans le monde, pourquoi on va s'occuper de Pierucci et pas d'un autre? Donc ça a été étouffé très rapidement. Ma famille aussi a écrit à l'Élysée. Mais il n'y a pas eu vraiment de démarche. Il a fallu quand même plus de 3 semaines pour que même le consulat de Boston vienne me voir en prison. Donc ça a été complètement... on n'est pas du tout dans la même médiatisation que dans cette affaire-là. D'accord, d'accord. Ali, ce type de pratique peut-elle arriver en France ? Non. Non, Alain l'a très bien expliqué. Vous avez vu comment la mécanique se met en place côté japonais à partir d'une problématique qui est économique, qu'on n'a pas vue parce qu'on n'a sans doute pas compris les signaux faibles, et comment la justice japonaise va venir réparer un problème économique subi par l'une des entreprises japonaises. Vous avez vu aussi dans le cas de Frédéric Pierucci comment l'administration de la justice, parce que là encore, on n'est pas dans la justice telle que nous, on la comprend avec un tribunal, comment l'administration de la justice va manipuler un homme en prison pour faire pression sur une entreprise afin qu'elle signe ce qu'elle doit signer et puis qu'en plus, elle vende une partie de ses joyaux. Donc, nous, en France, mais est-ce qu'on est capable de mettre en place ce type d'opération, de penser ce type d'opération ? Sincèrement, je ne le crois pas, non. Alain ? Oui, j'ajouterais, on se souvient dans l'affaire Elf, Madame Eva Joly, qui était la magistrate, avait mis en prison le président de l'époque, Lovelock Prigent, l'avait mis en prison en disant « il va craquer ». Mais c'était déjà, alors que toute la procédure était lancée, c'est pas du tout la même chose. Oui, puis c'est pas pour une entreprise étrangère. Et c'est pas pour une entreprise étrangère. Et regardez ce qui se passe ces derniers temps. Affaire Ghosn, on a l'affaire Siemens-Alstom dont l'Europe a refusé la fusion. On a la montée dans le capital d'Air France de KLM sans que personne ne soit au courant, enfin côté français, etc. Donc on découvre les choses alors que de l'autre côté, visiblement, ces choses sont un peu plus pensées et rentrent un peu plus dans une stratégie. Alors est-ce que ça veut dire que les ministres concernés sont soit mal informés, soit pas assez manipulateurs ou anticipateurs? Quel est
Là, Alain. Les deux, mon général. Non, je pense qu'effectivement, les ministres, visiblement, nos ministères sont mal informés, puisque les autres le sont, on devrait pouvoir l'être aussi, d'une part, mais c'est vrai aussi que notre système n'est pas du tout conçu comme ça, c'est ce qu'on disait. Hein. Quand j'entendais là, tout ce que disait Frédéric Pierucci, mais quand on voit, par exemple, Carlos Ghosn, alors, quand on voit, il clame son innocence, comme vous l'acclamiez, mais lui, ça fait un peu plus de bruit parce qu'il est connu, il est médiatiquement connu au moment de son arrestation, hein, mais ceci dit, il n'a pas réussi à le faire sortir quand même, son avocat. Son avocat a tout fait pour le faire sortir, il a pas... Mais est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose à vous? Parce que oui, parce qu'en fait... c'est pas si simple que ça. Il y a une autre similarité, c'est-à-dire que lorsque j'étais arrêté, Alstom a mandaté un avocat pour venir me défendre. Et cet avocat était soi-disant une grande pointure. Effectivement, c'était l'ancien attorney général du Connecticut, donc il faisait partie du système du Department of Justice, et ensuite il est passé avocat, comme le font beaucoup de procureurs aux États-Unis. Mais là, vous vous rendez compte du système complètement incestueux entre les avocats et le Department of Justice aux États-Unis. Et en fait, je me suis aperçu très rapidement que mon avocat ne travaillait pas pour moi, il travaillait pour Alstom, et au bout du compte, il travaillait pour le Department of Justice. Et donc, moi, je n'ai pas pu me séparer de mon avocat. Dans l'affaire Ghosn, on retrouve la même chose. Au début, il prend un avocat qui est aussi un grand ponte, ex-procureur, etc. Et on se rend compte qu'il n'arrive pas à sortir non plus. Mais il change d'avocat. Et à partir du moment où il change d'avocat, où il prend un avocat qui le défend vraiment, lui-même, à titre personnel, ouais. Là, et qui a moins de connivence avec le parquet japonais, il arrive à être libéré sous caution. Chose que je n'ai pas réussi à faire dans mon cas. D'accord. Merci, messieurs. À tout de suite pour une troisième partie qui va être la projection de tout ce qui peut arriver dans les suites de cette affaire Carlos Ghosn. Troisième partie, la projection. Donc, Ali, comment réagissez-vous à l'affaire Ghosn, dans laquelle on retrouve finalement beaucoup de similitudes avec ce que vous écrivez sur les pratiques américaines? Je réagis par le fait que, encore une fois, je pense que les Japonais, qui sont de grands guerriers économiques, ils l'ont prouvé, de 1945 à 1989, ils se sont relevés d'une défaite militaire en 1945, ils se sont relevés d'un bombardement nucléaire, ils se sont relevés d'une occupation de GI sur leur territoire, et ils sont devenus, à la fin des années 90, pratiquement les leaders du monde économique. Et c'est pour ça que les Américains se réveillent à l'époque. Donc il y a une vieille tradition dans ce pays de l'information économique comme outil de sécurité et même de projection de la puissance économique japonaise. Donc l'affaire Ghosn s'inscrit dans ça, s'inscrit dans ces capacités de l'ensemble de l'administration du Japon de mettre au service l'administration des entreprises japonaises. Et on voit bien, notre ami Alain l'a très bien décrit, tout ce processus qui monte, etc. Les Américains, c'est pareil, ils l'ont très bien compris à partir de la chute du mur de Berlin, où ils ont modifié leur logiciel. Ils ont fait la guerre de 1945 à 1989, la guerre froide à l'Union soviétique. Elle tombe en 1991. Leur logiciel change. Leur priorité numéro 1, c'est la défense de leurs intérêts économiques. Et l'ensemble de l'administration, des militaires, jusqu'à la justice, en passant par le Homeland Security, se met à la disposition de ce projet-là, d'où les instrumentalisations de la justice dans le cas de Frédéric Pierucci. Donc on a quoi ? On a un Japon qui a compris ça, on a des États-Unis qui ont compris ça, la Chine qui a parfaitement compris ça. Regardez la route de la soie, comment ils exportent leurs droits sur l'ensemble des chantiers qu'ils subventionnent. Donc c'est leurs droits, les contrats sont signés, ce sont des contrats de droit chinois, exportation des droits chinois. Et au centre, on a quoi ? On a l'Europe qui est complètement désemparée par rapport à cette question, qui ne sait pas comment réagir. L'Europe à Bruxelles, l'Europe à Paris. Il y a beau y avoir des petites lois, comme la loi dite de blocage, baptisée ainsi par les États-Unis, pour empêcher la fourniture d'informations stratégiques des entreprises européennes et françaises, donc à l'administration américaine. Le règlement de 96, lui aussi, qui était un règlement de l'Union européenne de blocage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tant qu'on n'aura pas une doctrine
de sécurité économique, on n'y arrivera pas. C'est comme si les Européens pensaient que le parapluie nucléaire américain, depuis 1945, eh bien, il protégeait aussi notre économie. Mais c'est tout à fait le contraire. Il n'est pas question pour les Américains de sécuriser notre économie. C'est une question des Européens. Alors on nous accuse aussi, les Américains et les Japonais nous accusent aussi de corruption, de pratiques de corruption, en disant vous êtes incapables de contrôler la corruption. Donc ça s'inscrit là-dedans. C'est vrai. C'est vrai qu'on a été incapable. À partir du moment où, en 1997, on signe la Convention de lutte contre la corruption à l'OCDE, et on voit les différents rapports d'étape de l'OCDE, on voit bien que la France n'a pas fait le travail, que la justice française n'a pas fait le travail. Prenez un dossier comme pétrole contre nourriture, Total, condamné 750 000 € d'amende. C'est quoi? C'est l'argent de poche de 3 dirigeants. Donc, on a été épinglé par les Américains. Ils ont utilisé cet argument pour dire qu'on ne faisait pas le travail et du coup, c'était à eux de le faire. Donc, la loi Sapin 2, votée en 2016, est là pour dire aux Américains et aux autres, nous allons faire notre travail. Nous allons laver notre linge sale en famille. Et on verra ce que ça donne. Frédéric Pierucci, sans préjuger de la décision judiciaire, quelles sont les leçons qu'il faut tirer de ces aventures pour les managers dans la gestion de leurs entreprises en France et à l'étranger? Alors, de manière générale, lorsqu'on est manager dans une entreprise multinationale maintenant, c'est très compliqué parce que là, on a quand même la guerre du droit qui fait rage entre les États-Unis, la Chine, maintenant le Japon, etc. Moi, je travaille beaucoup avec des directeurs juridiques, des compliance officers dans les groupes. Déjà, pour qu'ils connaissent les lois auxquelles les entreprises sont soumises, etc., c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, ce qu'il faut, en tout cas sur l'aspect corruption, jusqu'à en 2000, on allait déclarer les pots de vin à Bercy. Ensuite, de 2000 à 2015, ce que Lydie raconte, c'est tout à fait vrai. La France n'a pas fait le boulot pour faire le ménage dans les entreprises françaises. Mais donc, on est passé maintenant de cette corruption et de ce système de compliance cosmétique à une vraie compliance. Là, maintenant, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience que ces sujets-là doivent être traités par les entreprises. Mais je rebondis un peu sur ce que vous disiez. On n'a pas fait le boulot, mais les Américains non plus n'ont pas fait le boulot. La loi américaine date de 1977. Entre 1977 et 2005, les Américains avaient une loi qu'ils n'appliquaient pratiquement pas non plus. Ils ont commencé à l'appliquer lorsqu'ils l'ont rendue extraterritoriale, lorsque l'OCDE a fait sa convention, et surtout lorsqu'il y a eu le Patriot Act derrière, qui a donné toute légitimité aux agences de renseignement américaines pour aller pomper les informations des entreprises européennes. De la corruption. Et ils étaient, voilà, exactement. Beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile, mais c'est là où le piège s'est quasiment refermé. indétectable. C'est là où le piège s'est refermé sur les entreprises européennes. Et si vous voyez, dans mon livre, je liste toutes les entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette loi américaine. Et il y a 26 entreprises. Sur les 26, il n'y a que 5 américaines. Et le reste, il y a 14 entreprises européennes, qui sont les françaises, les allemandes, les anglaises. Ils ont quand même essayé, ils sont même allés taper British Aerospace, Rolls-Royce, etc. Donc il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis du tout là-dedans. Et nous, on est pris vraiment en étau entre la Chine, le Japon et les États-Unis. Il n'y a pas de réaction. En fait, ce sont les 3 médaillés, or, argent et bronze, et nous, on est très loin derrière. On est d'accord. Voilà. Mais il faudrait qu'il y ait une réaction au moins entre la France et l'Allemagne. Je pense que c'est quand même les 2 pays qui sont les plus touchés, avec l'Angleterre. Mais ce sont quand même les pays les plus touchés. Parce que c'est hypothétique de penser qu'on va avoir une réponse européenne. Il y a quand même beaucoup trop de pays européens qui sont quand même encore sous domination, influence militaire américaine. Mais on le voit, regardez ces derniers jours, en à peine une semaine, il y a eu 2 textes, un du Parlement européen, un de la Commission, sur la défense économique de l'Union européenne. Et ça, c'est complètement nouveau. Vous prenez l'ensemble des textes de la Commission et du Parlement, la sécurité économique, ils n'en parlaient pas. Ils en parlent depuis 2016. Le problème, c'est qu'ils ont uniquement dans leur viseur, ces textes-là, la Chine. Or, il faut s'occuper de la Chine, c'est évident, mais il n'y a pas que la Chine. Et on l'a montré à travers le cas de Frédéric Pierucci, à travers le livre que je sors et toutes ces affaires que je rencontre. Comme dit Frédéric Pierucci, il n'y a pas d'amis, il y a des concurrents. Après tout, c'est le modèle que nous présente le néolibéralisme. Alors avant la conclusion d'Alain, juste vraiment en faisant très court, en quelques mots, votre avis sur les suites et réellement, que va-t-il arriver à Carlos Ghosn? Un peu de prédiction et un peu de...
Bon, c'est fini pour sa carrière, c'est très clair sur ce côté. Il ne jouera pas au Real Madrid. Non, c'est fini pour sa carrière. Et il va falloir tout simplement que l'État français, les ministres, défendent les intérêts de Renault dans ce nouvel ensemble qui est en train d'émerger et de voir, là, pour les coups, étudier tous les signaux faibles qui risquent d'apparaître dans les mois qui viennent sur le futur de ce regroupement. Alors, moi, je suis un petit peu plus optimiste sur son cas personnel parce que maintenant, il a réussi quand même à sortir sous caution. Donc là, il peut quand même se bâtir une vraie défense et préparer un vrai procès, chose qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il était en prison. Donc maintenant, moi, je ne connais pas le fond de l'affaire. On verra bien ce que les tribunaux japonais décideront. Mais au moins, là, il a une vraie chance de se défendre. Et c'est ce que je trouve important maintenant qu'on a passé cette étape. Alors, en termes de conclusion de ce premier numéro d'éclairage, Alain, quels sont les enseignements de l'affaire Carlos Ghosn ? Je crois d'abord on l'a vu dans le cadre de la discussion qui vient d'avoir lieu, il faut être conscient que les dirigeants d'aujourd'hui et du demain ne peuvent plus, quelle que soit leur réussite, se considérer comme pouvant tout faire. Aujourd'hui, tout ne leur est pas permis. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important parce que si on regarde sérieusement ce qui s'est passé, les accusations sur Carlos Ghosn, sans dire du mal de quiconque, si on regardait toutes les entreprises du CAC 40 françaises, je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas un certain nombre de dirigeants qui risqueraient d'avoir ce type de problème. Donc il est temps d'en prendre conscience. Les dérives arrivent avec le temps qui passe, elles se développent, et il faut y faire très attention. Et pour ça, il faut être conscient qu'il nous faut, derrière la présidence, la direction d'une entreprise, il faut un conseil d'administration qui soit très solide et surtout qui ne soit pas un conseil d'administration qui accepte tout, c'est-à-dire un conseil d'administration d'amis. Mais qui soit un conseil d'administration de gens, d'administrateurs indépendants, qui ont le courage de taper le poing sur la table et de dire « nous ne voulons pas que ça se passe ». Je crois que ça, c'est un point très important. Le deuxième, c'est le problème des commissaires aux comptes, parce que dans quelques scandales récents, on a vu que les commissaires aux comptes aussi n'avaient pas fait leur travail, en n'étant pas assez rigoureux, en acceptant des choses qu'ils ne devaient pas accepter normalement dans le monde des affaires. Donc c'est un deuxième élément qu'il faut voir. Puis le troisième, et je le dis là devant Ali Ledy, je pense aussi que les médias doivent jouer leur rôle, à la fois de lanceurs d'alerte, parce que c'est leur travail, mais également d'éclairage, puisqu'après tout on est là pour ça, pour expliquer ce qui se passe. Et pour donner aux gens, créer l'attention, non seulement des spectateurs, des auditeurs ou des gens ou des lecteurs, mais également des dirigeants, en leur disant « attention, on est sous les feux des projecteurs, on ne peut pas faire n'importe quoi ». Un autre point, et ça a été évoqué par Frédéric Pierucci, c'est que tout dirigeant aujourd'hui doit être préparé à l'aventure que lui a vécue, que Carlos Ghosn a vécue et que d'autres vivent ou vont vivre. Les descentes d'avion, vous voulez dire. Exactement. Il faut apprendre à descendre de l'avion comme avant on descendait aux Folies Bergères l'escalier, mais ce n'est pas exactement la même finalité. Il faut se préparer juridiquement et il faut se préparer moralement. Parce que dans ce qui a été dit, vous avez pu remarquer que nous sommes dans une compétition mondiale, les États ne se font pas de cadeaux, les entreprises sont souvent en liaison étroite avec les États. Nissan a travaillé avec le gouvernement japonais, il n'y en a pas le moindre doute. Dans l'affaire Alstom, il est évident qu'entre General Electric et les Américains, et l'État américain, il n'y avait même pas l'épaisseur d'une cigarette. On voit bien que maintenant, tout ça se tient. Et donc, il faut être préparé, et préparé moralement, préparé juridiquement, avec des bons avocats, et comme on l'a dit, des avocats qui soient sûrs, qui soient là pour vous défendre, et non pas pour vous enfoncer. Et pour terminer, je voudrais dire qu'au moment où Jean-Dominique Sénard, qui est maintenant depuis 2 mois, un peu moins de 2 mois, qui a été nommé ou désigné pour être le président du groupe Alliance, donc de l'ensemble, et qui lui a une réputation de moine soldat reconnue par tout le monde, ça c'est déjà une grande différence avec son prédécesseur, eh bien, je crois qu'il faut se poser une question, parce que lui est en train de reconstruire l'ensemble, d'essayer de recréer des liens entre tout le monde, de renouveler, je dirais, ce consensus qui existait et qui s'était délité peu à peu entre tous. Mais moi, je voudrais, à partir de là, rappeler quand même une chose, c'est qu'il y a eu
deux affaires, en définitive, dans le monde de l'automobile en 2 ans, qui viennent de marquer l'histoire. La première, c'est l'affaire Volkswagen. Volkswagen est devenu leader mondial de l'automobile et quelques mois plus tard, scandale vous savez, des contrôles anti-pollution et des non-applications des normes anti-pollution. Et qu'est-ce qui se passe? Volkswagen perd la première place. À ce moment-là arrive Renault, le groupe Alliance, qui prend la première place. Et quelques mois plus tard, c'est Carlos Ghosn qui tombe. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est autre chose?